Bonjour, je vous souhaite la bienvenue donc dans ce webinaire qui est dédié au conseil, au coaching. Et l'idée, c'est vraiment de vous apporter 10 conseils pour devenir coach d'entreprise. Alors, coach d'entreprise, consultant d'entreprise, c'est vrai que sur ce webinaire, je n'ai pas fait la distinction, même si effectivement, ce n'est pas forcément la même définition. On va plutôt parler de conseiller en entreprise dans ce webinaire. Donc je me présente, je suis Christophe Lebihan, je suis responsable communication de Rivalis. Donc Rivalis est un réseau de dirigeants, de conseillers d'entreprise. Nous sommes spécialistes des petites structures de 0 à 19 salariés. De mon côté, je travaille dans la communication de marketing depuis une vingtaine d'années, dans différents groupes, et j'ai rejoint Rivalis en 2012. Je côtoie régulièrement des conseillers Rivalis, qui sont nos partenaires, avec lesquels nous recueillons beaucoup de témoignages. Et l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous transmettre l'ensemble des informations que nous, on a recueillies, de vous partager évidemment ces expériences. Alors, en un slide, très rapidement, Rivalis, c'est quoi? Rivalis, c'est le réseau numéro 1 de l'accompagnement des dirigeants. 25 années d'expérience dans les services et l'édition de logiciels. Donc, le groupe Rivalis est né en 1994. 80 collaborateurs au siège, 17 500 clients utilisateurs, 522 conseillers Rivalis dans toute la France, et un plan média qui permet de toucher 50 millions de vues par an à la télévision, puisqu'on est présent dans l'émission Cauchemar en cuisine en tant qu'expert partenaire de l'émission, en termes pour la gestion des restaurateurs, à la radio, sur Internet, dans la presse et autres médias. Voilà, on a une couverture importante sur la cible des TPE. Alors, le conseil numéro 1. Les bonnes questions que tu te poseras. Donc, ce conseil s'adresse surtout aux personnes qui commencent, qui démarrent leur activité de consultant ou de coach. Et on a établi un petit peu la grille de lecture des différents points à checker lorsque vous voulez devenir consultant, justement, pour bien vérifier que ce métier est fait pour vous. On va commencer par les moins, puis on finira par les plus. Donc dans la grille, des aspects un peu plus négatifs, on va dire, de la vie de consultant par rapport à une vie de salarié, on a le premier point, qui est se mettre dans la peau du patron. Alors, se mettre dans la peau du patron, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque chez beaucoup de gens qui passent du monde du salariat au monde de l'entrepreneuriat. C'est compliqué de se mettre dans la peau du patron. Ce n'est pas les mêmes réflexes. Voilà, il faut avoir cette posture où tous les jours on remet son travail établi, on est soi-même porteur vraiment du gain qu'on va avoir chaque mois, et donc il va falloir à la fois se libérer de mauvaises habitudes qu'on avait auparavant et prendre les bonnes. Et les bonnes habitudes, on va les voir ensemble après, c'est vraiment déjà de ne plus avoir de problème par rapport à l'échec, puisque chaque jour, il faut retourner sur le terrain. Il faut aussi faire son commercial. Il faut pouvoir développer son activité et permettre à cette activité de grandir. Et le premier commercial de l'entreprise, c'est le chef d'entreprise, surtout quand on est indépendant. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. On a un gain, mais qui est à la hauteur de sa valeur ajoutée. Alors, est-ce qu'on la connaît, sa valeur ajoutée, au démarrage? C'est pas forcément facile. Donc, il y a un petit peu ce risque de se dire combien je vais gagner après par rapport à ce que je gagnais auparavant en tant que salarié. Donc ça, il faut aussi savoir quel est le montant de revenus attendu, qu'on fait normalement son prévisionnel, son business plan au départ quand on se lance. Il faut savoir se former continuellement aussi, puisque les bonnes pratiques évoluent, puisque les technologies évoluent, et qu'il faut aussi les intégrer dans son accompagnement. Donc, toujours rester en veille de ce qui se passe dans son domaine. Alors, ce n'est pas un côté négatif, je dirais que c'est plutôt une condition pour s'améliorer et pour rester opérationnel par rapport à son marché.
se détacher de ses habitudes de salarié, ça on l'a vu, je l'ai déjà dit. Voilà, quand on était salarié, on posait ses vacances, on avait peut-être un confort par rapport à la prise de décision, puisqu'on se reposait peut-être quelquefois sur son supérieur hiérarchique pour certaines décisions un peu délicates. Ben là, non. Là, il faut décider. Là, vous êtes le patron, c'est vous qui décidez. Alors, c'est formidable parce que vous avez cette liberté, mais ça peut faire peur aussi à certaines personnes avant de se lancer. Et puis, il y a le problème de la solitude qu'on rencontre aussi chez tout dirigeant, je dirais. Hein. Nous, on a une statistique, c'est 85% des dirigeants se sentent seuls, les dirigeants de TPE, PME, se sentent seuls. Donc, que ce soit un consultant ou un dirigeant d'une autre entreprise, il y a ce problème de solitude. Donc, il faut évidemment régler ce problème. Il y a des moyens pour le faire. Les plus maintenant. Alors, les plus, évidemment, c'est être libre, ne plus avoir de patron, ne plus avoir de responsable hiérarchique et d'avoir une grande voie ouverte devant soi et une grande page blanche à écrire. Donc ça, c'est formidable, c'est super motivant et je dirais c'est pour cette raison aussi que beaucoup de personnes deviennent consultants. C'est que voilà, à un moment donné, ils veulent d'abord devenir indépendants et chefs de leur propre action. Donc ça, c'est le premier point, une grande liberté. Le deuxième point, c'est être reconnu pour sa valeur. Dans le salariat, on a souvent un souci, c'est qu'on a un problème de reconnaissance. C'est une des choses qui remonte le plus. Le problème de reconnaissance, c'est qu'on a un maillon à l'intérieur d'une chaîne globale. On voit pas très bien à quoi on sert, voilà, et on n'est pas tellement reconnu non plus, forcément, pour ce qu'on fait pour l'entreprise. Donc bah là, c'est l'inverse. Là, vous accompagnez un dirigeant, vous apportez évidemment votre savoir-faire, c'est le troisième point, valoriser son savoir-faire, et puis vous voyez les résultats. Donc vous êtes reconnu par rapport à la valeur que vous avez et que vous apportez à votre client. Donc vous êtes vraiment reconnu, que ce soit au niveau humain, reconnu, je dirais, de façon rapport humain avec la personne, mais aussi au niveau rémunération, puisque lorsque vous faites du bon boulot, bah, normalement vous êtes aussi rémunéré en conséquence. Vous pouvez vous organiser comme vous voulez, ça c'est la liberté, mais quelquefois, la liberté, ça n'a pas de prix. C'est vrai que moi, je pense à une conseillère Rivalis qui, elle, voulait absolument se libérer le vendredi après-midi pour voilà, avoir du temps à elle, s'occuper aussi de sa famille, etc. Et avoir du temps à elle, le vendredi après-midi, c'est sacré pour elle. Donc ça, elle ne l'aurait peut-être pas eu en tant que salarié. Alors ne pas avoir de limite de salaire, pareil, vous pouvez développer votre activité comme vous l'entendez. Vous montez en cabinet, aller plus loin, aller chercher d'autres marchés, etc. Et vraiment avoir une activité qui se développe de façon importante. Et puis donner du sens, s'épanouir. Et là, je dirais qu'en termes de récompense personnelle et d'épanouissement personnel, c'est vrai que c'est un métier très très épanouissant. Nous, au niveau des conseillers qu'on a, c'est vraiment des retours et des expériences, des anecdotes vraiment très sympas qu'on a de la part de nos conseillers. Je pense à un conseiller qui nous raconte que avec son client, bah, lui, la femme de son client qui lui dit bah, maintenant, depuis que vous accompagnez mon mari, il dort la nuit. Pour lui, c'était génial, quoi. C'était pour lui, il donnait vraiment un sens à son activité et voilà, euh, il avait travaillé de longues années, il avait de l'expérience, il est venu chez Rivalis, il a vraiment utilisé cette méthode et il en est récompensé aujourd'hui. Donc vraiment, donner du sens, c'est un moteur aussi très important. Ok. Conseil numéro 2, la bonne approche client tu auras. Alors c'est le nerf de la guerre. On est aujourd'hui sur un chiffre qui fait un petit peu peur, hein, c'est 80% des consultants indépendants font faillite au bout de 18 mois. Donc on se dit waouh, c'est un métier qui est assez risqué. Oui, c'est un métier risqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de consultants démarrent leur activité sans vraiment peut-être prendre suffisamment le temps de valider que leur savoir-faire, leurs compétences répond vraiment à une demande, suffisamment voilà, porteuse
elle répond à une demande et à un marché qui est pas trop concurrentiel non plus, parce que voilà, si vous avez des concurrents qui sont déjà implantés dans votre sphère de compétences à proximité, c'est vrai que ça va être plus compliqué. Donc, on a des soucis, effectivement, lorsqu'on veut se lancer en tant que consultant, il faut bien réfléchir à tout ça. Alors, il y a 2 points importants, les délais de paiement, les difficultés au démarrage, 22% à 19%, qui concernent, on va dire, tous les entrepreneurs, puisque les délais de paiement, voilà, c'est un souci de chute, de faillite aussi des entreprises, hein, de beaucoup d'entreprises, et donc de ceux qui démarrent aussi. Ça, c'est pas qu'on peut rien y faire, il y a des techniques pour effectivement améliorer ces délais de paiement, mais ça concerne tous les entrepreneurs, pas forcément que les consultants. Et puis les difficultés au démarrage aussi, c'est les problématiques pour avoir les premiers clients, c'est la problématique pour voilà, démarcher commercialement, ou pour voilà, satisfaire effectivement une demande qu'on n'a peut-être pas mal évaluée. Mais il y a 2 problèmes qui concernent vraiment les consultants, que nous on remonte en termes d'information, c'est 1, le positionnement, 2, le modèle économique. 27%, 26%. Le positionnement, c'est quoi? C'est quand l'offre votre offre correspond au marché. Voilà. Une offre qui correspond à un marché, vous êtes positionné sur ce besoin en termes de demande, justement, de votre cible. Donc nous, on cible les TPE, encore une fois, les entreprises de 0 à 19 salariés. Et bien, ces entrepreneurs ont des besoins. Lorsque vous arrivez sur un marché et que vous proposez, simplement parce que vous avez des compétences, une offre de service et qu'elle ne correspond pas aux besoins, ben, vous n'aurez pas de clients parce que même si vous pouvez apporter peut-être quelque chose, votre positionnement n'est pas bon. La façon dont vous présentez votre offre de service n'est pas bonne. On le voit dans d'autres webinars. Je vous conseille d'aller voir le webinaire d'Odile Olivier là-dessus pour vraiment vous faire une idée très précise sur cette façon de se positionner. Donc 27% de l'offre qui ne correspond pas aux besoins du marché, ça c'est problématique puisque bah oui, voilà, ça ne correspond pas à une demande, donc il n'y a pas de client, donc effectivement, il y a un problème de démarrage pour ces consultants. Et puis le deuxième problème, c'est le modèle économique. 26% ont un problème de modèle dans le sens où bah, ils prennent trop de temps, forcément, à prospecter, et le modèle économique qui est celui de la mission ne convient pas forcément à tous les consultants, surtout quand vous avez évidemment des paniers moyens qui sont très faibles. Donc là, il faut travailler sur plutôt des modèles à la récurrence, notamment avec les TPE. Ça marche très bien avec les TPE parce que les TPE les dirigeants de TPE sont des personnes fidèles. Ce sont des personnes qui, une fois qu'elles ont commencé à travailler avec vous, continuent à travailler avec vous, parce qu'elles voient les résultats. Évidemment, il faut qu'il y ait des résultats, hein, mais ce ne sont pas des personnes, je dirais, qui sont très volatiles et où vous pouvez nouer une relation. Là, vous pouvez vraiment nouer une relation de confiance avec ces personnes-là. Donc, c'est une cible à la fois spécifique, hein, mais qui peut être très intéressante pour le conseiller, pour le consultant, parce que justement, ça vous permet de développer des modèles économiques à la récurrence. Nous, chez Rivalis, les contrats minimum entre un conseiller et son client, c'est des contrats de 24 mois qui sont renouvelés. En moyenne, le taux de renouvellement, c'est 75% dans le réseau d'un contrat. Donc, forcément, lorsque vous avez des clients au bout de 2 ans qui renouvellent leur contrat voilà, chaque année ensuite, bah, ça vous fait des clients que vous avez 3, 4 ans, 5 ans, même jusqu'à 15-20 ans. Hein. Il y en a qui ont leurs clients, les tout premiers conseillers Rivalis, ont encore certains clients depuis plus de 20 ans. Donc, ça montre bien qu'il y a un vrai intérêt à garder un conseiller Rivalis à côté de chez soi, comme un autre consultant pourrait très bien travailler à la récurrence aussi avec ses clients. Donc ça vous donne l'exemple de Rivalis, mais vous pouvez l'appliquer évidemment à vos clients, notamment au TPE, ça fonctionne très bien. Alors la bonne approche client, tu auras. Là, on va plutôt parler de l'approche commerciale, puisqu'on a vu tout à l'heure ce qui ne fonctionnait pas, on va voir ce qui fonctionne. Quel est le conseil pour que justement ça fonctionne? Donc, on a parlé de la récurrence déjà. Il y a d'autres choses qu'il faut savoir. Il faut être un spécialiste. Il faut être considéré comme un spécialiste de quelque chose. Alors souvent, c'est un spécialiste, je dirais,
d'une tâche en particulier, hein, coach sportif, vous avez des coachs pour développer l'image de marque, ou pour développer par exemple la prise de parole pour les dirigeants, par exemple, ce genre de choses. Donc là, on est vraiment très spécifique sur la thématique que vous allez aborder. Très bien, c'est parfait, ça fonctionne bien. On est sur des marchés de niche, puisqu'on a assez peu de clients, mais par contre, on se spécialise là-dedans et on peut avoir un savoir-faire qui est valorisable de façon assez importante. Donc c'est intéressant. D'accord? Vous avez une deuxième façon de faire, qui est de ne pas être spécialiste d'une thématique, mais une cible. D'accord? Donc vous allez être spécialiste, et nous c'est sur ce créneau-là qu'on fonctionne. On est spécialiste des TPE, 0-19 salariés. On ne va pas plus loin que ça. Pourquoi? Parce qu'on se spécialise justement dans la création d'outils et dans le modèle d'accompagnement dédié vraiment à ce type de cible, qui peut être différent des cibles de PME ou de grands comptes encore plus. Donc, soyez un spécialiste de la cible, c'est un conseil, ou d'une thématique. Deuxièmement, le plus important, en tout cas nous, c'est ce qu'on observe au quotidien, le plus important, c'est la découverte. Lorsqu'on fait une démarche commerciale, en tout cas chez Revalis, on n'a pas du tout une démarche de vendeur de tapis, où on ne vend rien en fait au départ. On ne vend rien, on fait une découverte et on va même jusqu'à choisir son client. Ce qui va se passer lorsque vous vendez quelque chose quand vous vendez quelque chose en tant que consultant, une prestation de service en tant que consultant, c'est pas une prestation que vous vendez, c'est vous que vous vendez. C'est vous. C'est l'accompagnement, c'est la personne qui va nouer une relation de confiance avec une autre personne, et cette relation de confiance, elle ne peut se passer que par un rendez-vous découverte, que par une approche très douce, pour qu'il y ait un lien de confiance qui se crée entre les deux personnes. Et après, vous décidez d'accompagner la personne qui est en face de vous, et idem, la personne qui est en face de vous décide effectivement de travailler avec vous. Mais c'est d'abord ce rapport humain qui fait, à un moment donné, le rapport commercial. Okay, donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Démarrez toujours par une découverte. Soyez à l'aise justement dans vos premiers rendez-vous, puisque vous ne vendez rien. Vous êtes simplement à la recherche de personnes avec lesquelles que vous pourriez aider et avec lesquelles vous pourriez avoir un partenariat de long terme. D'accord? Donc, ne vendez jamais au premier rendez-vous. C'est la même chose c'est ce que je viens de dire. Viser le long terme pour devenir indispensable. On repart sur l'idée de récurrence, notamment avec les TPE. Voilà, le court terme, c'est important pour apporter des résultats tout de suite, ça oui. Mais par contre, on vise le long terme pour accompagner quelqu'un. Si on visait le court terme, à ce moment-là, on vendrait quelque chose en one shot, comme on dit, et puis après on s'en va. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir un contrat de confiance quelque part avec la personne et qui dure sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui vous permet d'avoir cette récurrence, d'avoir ce coussin de sécurité et d'avoir tout ce qui est bénéfique dans le consulting, d'accord, au niveau humain et au niveau aussi rémunération. Appliquer les bonnes pratiques, donc il y a des bonnes pratiques hein, en termes commerciaux. On a plein d'exemples sur Internet de comment effectivement avoir une approche client. Nous-mêmes, on en forme nos conseillers Revalis pour justement avoir cette bonne pratique de la meilleure manière d'approcher le client. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vous renseigner, vous former. Et puis choisissez vos clients. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le client vous choisit et la meilleure vente, c'est quand vous choisissez aussi votre client. Et que vous pouvez dire non, écoutez, je ne pense pas que vous soyez effectivement à même, on n'est pas à même de travailler ensemble. Et puis voilà, c'est tout, c'est pas grave non plus. Mais ça vous permettra d'avoir des bons clients et de pouvoir justement pérenniser votre activité beaucoup plus sereinement. Ok? Conseil numéro 3, les bons outils, tu utiliseras. Alors les outils, c'est ultra important. Souvent, en termes, dans l'accompagnement, on a effectivement la personne qui est très importante, je viens de le dire, vous vendez vous-même, c'est la confiance qui joue, mais les outils sont importants pour 3 choses, on va dire. Alors, il y en a 4, je sais pas pourquoi, donc on va en mettre 4. Mais un,
il faut que ce soit simple et facile à prendre en main par le client. Il faut qu'avec ces outils, le client soit autonome. Ça, c'est l'objectif de l'outil côté client, d'accord? Pour que vous n'ayez pas, évidemment, à faire des allers-retours d'explications et que vous ne perdiez pas de temps à, 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 à bon, apprendre à paramétrer un outil. Oui, d'accord, au démarrage, mais après, c'est vraiment l'outil doit servir vraiment au client et doit le rendre autonome. Bon, première chose. Il faut qu'il réponde à un vrai besoin. Parce que souvent, on a des outils, ils sont formidables, mais ils ne répondent pas aux besoins. Le besoin essentiel d'un entrepreneur, aujourd'hui, chez Rivalis, nous on l'a identifié il y a 25 ans, c'est est-ce que je suis rentable? C'est répondre aux questions, est-ce que je suis rentable? Où est-ce que j'en suis à tout moment? Non pas en termes de chiffre d'affaires, parce que ça à peu près les dirigeants le savent, mais en termes de résultats pour l'entreprise, donc en termes voilà, de bénéfices ou non. C'est est-ce que est-ce que je peux embaucher? Est-ce que je peux investir? C'est où en sont mes impayés? Qui me doit de l'argent? Et comment relancer ces personnes? Et où est mon argent? Dehors, on dit. Voilà, c'est toutes ces questions. Hein, et où je vais aussi. Où je vais? Est-ce que je vais atteindre mon objectif de fin d'année? Et où j'en suis aujourd'hui pour l'atteindre. Parce que si j'ai un objectif, il faut quand même, le but c'est de l'atteindre. Donc si on ne sait pas où on en est, évidemment, on ne saura jamais si on va l'atteindre ou pas. Donc tout ça, ce sont des besoins identifiés de la TPE qui répondent à 90% des besoins essentiels d'une entreprise. Les outils, nos outils, y répondent en temps réel. Aujourd'hui, on n'en connaît pas vraiment d'autres sur le marché, puisqu'on les a développés nous-mêmes, justement en fonction de ces besoins identifiés. Et lorsque vous avez voilà, un client qui utilise lui-même ces outils, bah, il est autonome et en même temps, il va pouvoir, quand vous l'installez, évidemment, améliorer ses résultats très rapidement, puisque ça répond à un vrai besoin. Donc répondre à un besoin, donc il faut identifier ce besoin. Nous, on l'a identifié et on y a répondu. Donc quand vous prenez un outil, identifiez son besoin et voyez s'il répond bien, comme il faut, de façon simple et qu'il rende autonome le client. De votre côté, il doit vous faire gagner du temps aussi, cet outil. Un outil, c'est fait pour ça. Sinon, il y aura un humain qui le fera à sa place. D'accord? Donc l'outil, il est fait pour gagner du temps. Pas de hotline. Vous n'avez pas à faire de hotline, c'est la hotline qui fait voilà, je dirais la hotline du client, c'est pas à vous de la faire. Voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut vérifier. Et puis il faut une formation théorique, ça c'est important, mais surtout terrain. Il faut pouvoir effectivement avoir une formation. Alors on parle d'outils plus généralement ou de méthodes, mais lorsque vous devenez consultant, vous avez plein de choses en tête, vous avez certainement des beaux tableaux, etc. Mais quelquefois, sur le terrain, ça ne correspond pas vraiment aux besoins du client. Vous n'avez pas expérimenté, je dirais, cette formation sur le terrain. C'est la formation sur le terrain qui fait foi. C'est ce que vous avez réussi à vendre et à rendre comme satisfaction à votre client qui fait foi. Donc à partir de ce moment-là, quand vous avez créé une prestation, elle est théorique au départ, mais elle devient pratique à un moment donné lorsque vous l'avez testée sur le terrain, qu'elle fonctionne. Donc visez vraiment jusqu'au bout, lorsque vous vendez quelque chose, il faut vraiment aller jusqu'au bout avant de le valider. Okay. Évidemment, si vous avez, donc j'en ai mis bonus, c'est très exclusif, si vous avez des outils qui en plus sont exclusifs à votre corps de métier en tant que consultant, c'est intéressant, parce que ça vous fait un avantage concurrentiel par rapport à vos confrères qui vous entourent. Conseil numéro 4, la proximité tu chériras. Alors, la proximité, elle est importante surtout pour les petites entreprises. Donc encore une fois, nous on parle vraiment de cette cible-là, hein, mais bon, ça correspond à beaucoup de personnes à accompagner. La rencontre est nécessaire. Vous avez, on l'a dit tout à l'heure, besoin de nouer un lien de confiance avec la personne, donc il faut le rencontrer. Ça passe par là. D'accord? Petite note, 85% des patrons se sentent seuls dans une prise de décision. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, à partir du moment, et ça, il faut bien le prendre en considération, à partir du moment où il y a une demande qui est faite par un dirigeant, que vous y répondez, et que dans les 24 heures, vous allez rencontrer cette personne et que vous prenez bien soin de comprendre ce qu'elle veut, vous avez 50% du boulot qui est déjà fait. C'est-à-dire que la personne,
elle vous considère comme quelqu'un de réactif, elle vous considère comme quelqu'un de professionnel et d'humain et sans doute de sympathique, puisque vous allez vous connaître. Donc le lien de confiance, il est presque finalisé. Après, effectivement, à vous de décider si vous allez accompagner cette personne, ce dirigeant, en fonction de ce que vous êtes capable de faire et de voilà si vous pouvez lui apporter quelque chose. Mais voilà, la rencontre, la réactivité, c'est quelque chose de très très important. Et quelquefois, on se dit que finalement, par téléphone ou par Internet, on peut arriver à un certain niveau de satisfaction. Non, la rencontre n'a rien à voir avec ce que vous pouvez vivre sur Internet ou par téléphone. D'accord? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est surtout quand vous avez une demande, de ne pas traiter la demande par téléphone, mais d'abord d'engager une rencontre. Et de dire que ça fait partie de votre processus. Moi, je rencontre les gens qui font appel à mes services ou qui ont un besoin. Deuxièmement, chaque dirigeant, chaque entreprise est différente. C'est pour ça qu'aussi la proximité est importante, c'est pour ça que la rencontre est importante. C'est que vous allez avoir peut-être une réaction différente lorsque vous allez voir la personne et que vous allez voir sa société par rapport à une autre. Vous allez peut-être modifier votre proposition, vous allez voilà, avoir une approche différente. Donc chaque entreprise est différente, chaque entreprise doit être accompagnée quasiment sur, pas, on va dire sur du sur-mesure, même si effectivement les méthodes sont les mêmes, mais voilà, l'approche va être un peu différente. Ne faites pas de conseils, mais de l'accompagnement. Nous, c'est ce qu'on ce qu'on voit beaucoup chez les dirigeants. Euh, le conseil, c'est effectivement important, hein, c'est une, réponse technique à un problème identifié, voilà, où on a quelque chose qui nous permet voilà, d'avancer. Parce que, je sais pas, on fonctionne, vous avez un logiciel, ben voilà, vous avez besoin d'un conseil pour savoir comment ça marche, ben vous avez ce conseil, puis ensuite c'est fini. D'accord? L'accompagnement, ça n'a rien à voir. L'accompagnement, c'est pas ça. L'accompagnement, c'est d'avoir toujours pour le client quelqu'un à disposition, avec dans certaines règles, hein, pour pouvoir l'aider dans son rôle d'entrepreneur. Voilà. C'est qu'il va se sentir, il ne va plus se sentir seul. L'accompagnement, c'est le contraire de la solitude. Alors que le conseil, c'est pas le contraire de la solitude. Le conseil, c'est juste quelque chose qui peut être ponctuel. Et c'est bien un problème de solitude que nous, on va répondre. Donc, pour être conseiller rivaliste, par exemple, on a des profils différents hein, de conseillers qui nous rejoignent. Mais pour autant, vous avez des gens spécialistes, des anciens comptables, des anciens directeurs de gestion, contrôleurs de gestion, directeurs de centre de profit, etc. Des gens qui aiment le chiffre. Mais vous avez aussi des gens qui travaillaient en tant que commercial ou en tant que dans la communication, ou même qui étaient consultants quand vous le développez sur la cible des TPE. Donc voilà, tout ça fait que, à un moment donné, vous avez différents profils. Mais le commun à tout ça, c'est qu'ils sont tous capables d'avoir du bon sens par rapport à une problématique de dirigeant. Voilà. Et d'apporter un œil extérieur qui va aider le dirigeant dans sa réflexion. On n'apporte pas toujours la solution, on apporte un œil extérieur et après c'est au dirigeant de choisir. D'accord? Donc cette notion d'accompagnement, elle est très importante chez nous. Puis mouiller votre chemise, évidemment, voilà, ça c'est le lot de chaque chef d'entreprise, mais la proximité, mouiller sa chemise, c'est montrer qu'on est présent, ça fait partie aussi de ça. Ok? Le bon langage, tu parleras. Alors ça, c'est quelque chose, vous allez dire c'est évident, mais oui, mais quelquefois, on ne le voit pas tout le temps. Alors, on l'a mis quand même dans ce webinaire. Le bon langage, tu parleras. Faire très attention à la façon, effectivement, dont on parle à un client, un futur client, parce qu'il faut savoir écouter d'abord. On a parlé de la découverte tout à l'heure. Le patron, c'est un spécialiste dans son domaine. Il est excellent dans son métier. Par contre, il n'est pas bon dans votre métier à vous ou dans la spécialité que vous avez. D'accord? Donc, on va certainement pas parler de KPI, de BP, de business plan, de BFR, etc. Les acronymes, etc., on élimine. On va parler d'humain à humain, de choses que tout le monde comprend, et avec une façon simple de le dire, et surtout une façon de façon à ce que la personne comprenne bien
quitte à redemander si la personne a bien compris ce qu'on voulait lui dire. C'est ce que fait par exemple Marie-Reine à la fin de chaque rendez-vous. Elle dit ok, on est d'accord là-dessus, on fait comme ça, comme ça, comme ça, tout le monde est bien clair au niveau de la compréhension de la méthode et des solutions et des précaux que peut faire Marie-Reine à son client. Et voilà, on s'est bien compris. Donc pas de termes techniques. Ça fait partie aussi de la découverte et du lien de confiance que vous allez créer avec vos clients, ce langage. Le langage peut rapprocher, mais il peut aussi éloigner. Hein, tous les termes techniques, ça éloigne. Parce que la personne, elle ne comprend pas, peut-être qu'elle a peur de dire qu'elle ne comprend pas, donc du coup, ça ne fait qu'éloigner les choses. Donc vraiment, soyez simple dans la façon d'aborder un client. Ok. Un point voilà, que tout le monde, je pense, pourra dire que c'est important et qu'il fallait, je pense, ajouter dans cette slide. Alors la solitude, on en a parlé tout à l'heure, ça faisait partie des points négatifs auxquels il faut faire attention. Quelques solutions que vous connaissez certainement. Des rencontres au BNI, qui sont des rencontres tous les jeudis, je crois, qui permettent à différents corps de métier de se rencontrer et de pouvoir se recommander les uns les autres, avec des présentations, etc. Donc c'est aussi un outil qui permet de trouver des prescripteurs, des partenaires, et qui permet d'éviter la solitude. Donc c'est un double intérêt. Pensez aux apéros des entrepreneurs, vous avez évidemment des salons, vous pouvez créer votre cabinet pour ne plus être seul, vous pouvez intégrer un réseau d'indépendants comme Rivalis. Voilà, pensez à plein de solutions. Rejoignez de temps en temps aussi les espaces de coworking. Vous avez la possibilité de quitter votre bureau. Tout ça permet tout simplement de s'aérer l'esprit, de parler avec d'autres gens, de voir si on est toujours aussi en termes de veille bon dans notre domaine, puisque voilà, nos confrères nous apprennent beaucoup de choses aussi. Voilà. Et dans le réseau Rivalis, on est 522, il y a cet échange-là aussi, c'est intéressant. Voilà, donc ça c'est important. Conseil numéro 7. Les résultats, tu apporteras. Alors, on parlait des outils tout à l'heure, et dans les outils, on disait, voilà, il faut que les outils répondent à un vrai besoin. D'accord. L'accompagnement en général, la prestation en général que vous apportez à un client, doit apporter des résultats, et des résultats mesurables, et pour ce qui concerne le TPE, rapides. Donc, il faut qu'on voit rapidement que vous avez amélioré une situation en fonction effectivement de ce que vous avez dit avant. Donc là-dessus, concret rapide, vous pouvez mesurer la satisfaction de votre client aussi, parce que ça fait partie des résultats. D'accord. Nous, on le fait par exemple sur la sérénité du dirigeant. On pose la question, avant et après Rivalis, à quel niveau, à quel indice de sérénité vous étiez. Donc les personnes répondent 4 avant Rivalis, qui est assez faible. Hein. La moyenne en France, c'est 5, je crois. Et ils montent à 7 quand ils sont accompagnés par Rivalis. Donc on a une bonne progression, une belle progression de 75%, hein, entre 4 et 7. Et ça, on le mesure à chaque enquête client qu'on fait tous les ans. D'accord. Et puis indexer également votre rémunération sur les résultats que vous avez validés avec votre client. C'est du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant, et ça permet aussi à votre client de se dire, ben voilà, plus il va travailler pour moi, plus il y gagne. Donc ça fait partie aussi du lien de confiance que vous pouvez avoir avec votre client, et voilà, ça peut être un mode de rémunération important et intéressant pour vous. Chez Rivalis, encore une fois, pour exemple, les conseillers, dans leur rémunération, incluent une prime de 10% sur l'augmentation du résultat, sur le delta. Résultat, hein, pas chiffre d'affaires, hein, résultat net. Alors, la moyenne, c'est plus 35 000 euros de résultats par an, constatés dans le réseau. Donc, vous voyez, 35 000 euros, 10%, ça veut dire 3 500 euros en moyenne des personnes qui, effectivement, ont amélioré le résultat de leurs clients. Okay. Conseil numéro 8, bonheur et sourire tu donneras. Alors, parce qu'il n'y a pas que l'argent, c'est important, et il faut effectivement valoriser son savoir-faire, valoriser, on a une valeur ajoutée, il faut la concrétiser, mais il y a une chose qui est essentielle, c'est que le moteur de tout ça, c'est, pour nous en tout cas,
la satisfaction de nos dirigeants. Le bonheur du dirigeant, c'est la finalité. Les résultats de l'entreprise, c'est évidemment un moyen, mais le bonheur du dirigeant, c'est la finalité. Je vous invite à participer à une de nos journées de sélection si vous êtes intéressé par le réseau Rivalis. C'est dans l'outil que nous on met à disposition, hein, des conseillers, on inclut le rêve du dirigeant. Pour qu'à un moment donné, ce rêve, eh ben, ce soit l'entreprise puisse aussi, par voilà, le biais de la rémunération ensuite et du salaire versé aux dirigeants hein, dans les comptes, bah, l'entreprise puisse participer au bonheur et au rêve du dirigeant que l'entreprise a pu accomplir. D'accord? Donc, la finalité, c'est quand même qu'on se sente bien, qu'on soit heureux, qu'on se sente serein, que voilà, on ait des projets, que voilà, que cette entreprise, elle serve aussi aux dirigeants. C'est quand même lui qui l'a montée. Donc, et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix puisque vous avez le retour positif évidemment du dirigeant qui a su améliorer ses résultats, mais qui a su aussi atteindre ses rêves. Donc ça, c'est formidable. Okay. Les bons partenaires, tu choisiras, conseil numéro 9. Alors, s'entourer de partenaires spécialistes complémentaires, on a vu avec le BNI tout à l'heure. Donc, pensez-y bien, et il y a une stratégie spécifique là-dessus. Qui sont les partenaires historiques des dirigeants? Nous, on a des partenaires, notamment experts comptables, hein, qui sont là, présents avec le dirigeant depuis des années ou au démarrage. Donc, ce sont des partenaires importants. Le banquier également, qui est un partenaire qui peut être un partenaire important. Et puis d'autres corps de métier, voilà, qui sont importants pour le. Je pense aux chambres de commerce, aux chambres de métier, au CCI, etc. aussi, qui sont des partenaires. D'accord. Vous avez également des solutions clés en main, comme Rivalis, où vous avez tout inclus dedans. Donc là, c'est un investissement, mais en même temps, cet investissement, il a une rentabilité immédiate. Donc ça vous permet aussi de démarrer avec, je dirais, tous les éléments nécessaires pour créer une activité rentable rapidement. Okay, donc choisissez bien vos partenaires en fonction de votre profil, de ce que vous voulez faire, du développement que vous voulez avoir. Ça, c'est à réfléchir également. Enfin, conseil numéro 10, tes rêves, tu atteindras non seulement les rêves de ton dirigeant, mais aussi les tiens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'oublier soi-même là-dedans. Souvent, on voit des gens qui sont tellement dévoués à leurs clients qu'ils s'oublient soi-même et ils passent leur temps à. Alors c'est formidable parce que c'est de l'épanouissement aussi personnel, hein, on ne compte plus ses heures, voilà. Mais quelque part, il faut aussi faire attention à soi-même et bien s'organiser pour dire voilà aussi quels sont mes objectifs à moi en tant que consultant, en tant que chef d'entreprise. M'épanouir dans mon métier, c'est important, mais également avoir un équilibre de vie professionnelle, vie personnelle, une rémunération, une transmission de portefeuille, par exemple, à la fin de, de ma carrière, le développement en cabinet ou pas. Tout ça, ce sont des choses à réfléchir, à bien mettre sur une feuille de papier pour vous organiser dans votre activité. Ok, bah écoutez, j'espère, donc c'était les 10 conseils pour être conseiller, être consultant. En résumé, les 5 points essentiels vraiment à retenir, c'est valider les vraies raisons qui vous poussent à devenir coach ou consultant. Hein. Ça, c'est si vous démarrez. Identifier un marché cible qui soit porteur et soyez spécialiste de ce marché. Privilégier une formation courte, puisque une formation longue n'a pas forcément d'intérêt, il faut être bien formé, mais un entraînement sur le terrain intensif, parce que c'est là que vous apprenez vraiment le métier. Hein, c'est quand vous allez sur le terrain et que vous rabâchez un petit peu les choses, et c'est là que vous maîtrisez, comme un artisan peut le faire, que vous maîtrisez à la fois les méthodes d'approche client, que vous maîtrisez le métier, que vous maîtrisez votre accompagnement, c'est là que vous prenez évidemment du plaisir ensuite à exercer votre métier. Créer les conditions d'une relation durable avec votre client, hein, on en a beaucoup parlé, hein, sur la partie relation de confiance, contrat long, récurrence, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis, que le moteur de tout ça ne soit pas l'argent, même si c'est important, mais surtout le bonheur et la réussite que vous allez donner à vos clients et que vous allez recevoir également. Parce que ça, c'est un vrai moteur humain sur lequel vous pouvez toujours vous appuyer et qui va vous servir en tant que
moteur justement pour vous lever le matin et pour y aller, parce que être chef d'entreprise, c'est pas facile, mais quand on a une vraie motivation, c'est beaucoup plus facile et ça, voilà, c'est beaucoup plus valorisant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur